messieurs les membres du directoire, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des grandes institutions de l'État, mesdames et messieurs les délégués généraux du gouvernement auprès des provinces, mesdames et messieurs les présidents des conseils provinciaux aux maires des communes, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers engagés dans la décentralisation, mesdames et messieurs les responsables et cadres représentants des différents départements sectoriels et sensibilités, distingués invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence à ce séminaire national sur la décentralisation qui marque une étape importante dans le processus de transformation institutionnelle, politique et socio-économique de notre pays. Votre présence, nombreuse et diversifiée, témoigne de l'engagement collectif autour d'un idéal partagé, celui d'un cadre plus inclusif, plus équitable et de plus en plus mieux gouverné. Mesdames et messieurs, la vision du gouvernement en matière de décentralisation que j'ai l'honneur et le privilège de présenter à cette auguste assemblée repose sur un principe fondamental: rapprocher l'État des citoyens en leur donnant les moyens de participer activement à la gestion de leur territoire, de leurs ressources, de leur devenir et de leur avenir. La décentralisation telle que conçue par le gouvernement n'est pas seulement une réforme administrative. C'est un choix politique stratégique pour refonder le contrat social, renforcer la cohésion nationale et promouvoir un développement local durable, une gouvernance locale renforcée. Cette vision ne peut se réaliser sans l'implication active de toutes les parties prenantes. Administration centrale, élus locaux, société civile, secteur privé, partenaires techniques et financiers et surtout les citoyens eux-mêmes. Nous devons donc au cours de ce séminaire revisiter le dispositif du nouveau pacte de confiance entre l'État et les territoires avec la ferme conviction qu'une décentralisation réussie est celle qui est co-construite, appropriée localement et mise en œuvre avec pragmatisme. La décentralisation, dans la vision du gouvernement, est un instrument de justice territoriale, un facteur de paix et de stabilité et un moteur du développement durable. Au gouvernement, nous sommes convaincus que le cadre de demain sera plus fort si ces provinces sont fortes, dynamiques, solidaires et responsables. C'est pourquoi nous sommes fermement engagés à accélérer et approfondir cette décentralisation comme socle de la refondation de notre État, levier du développement local et ciment de l'unité nationale à travers un cadre stratégique concerté, des réformes législatives, un dialogue permanent avec des acteurs locaux et un partenariat actif avec nos partenaires au développement. Le présent séminaire national sur la décentralisation, instruit personnellement par son Excellence Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est un cadre d'échange, mais surtout une étape décisive pour bâtir un consensus national sur la vision, la trajectoire et les mécanismes de mise en œuvre de cette décentralisation. Mesdames et messieurs, le système actuel de décentralisation est une résultante des différentes expériences de cette forme de gestion des affaires publiques à implémenter rationnellement dans notre pays. En optant pour la décentralisation, après un débat clivant sur la forme de l'État, tranché par le peuple souverain par référendum, notre pays vise à mettre en place un système d'administration qui, tout en maintenant l'unité nationale, offre l'opportunité aux collectivités autonomes de participer activement au développement de leur terroir en cohérence avec les priorités nationales.
Au-delà d'une simple réorganisation administrative, notre décentralisation est conçue comme un vecteur de démocratisation, de développement économique inclusif et de cohésion sociale dans un pays caractérisé par sa diversité géographique, culturelle et ethnique. Le modèle actuel de décentralisation procède, bien entendu, de celui issu de la Constitution du 31 mars 1996. Pour rappel, prenant en compte les résolutions de la Conférence nationale souveraine de 1993, la Constitution du 31 mars 1996, la toute première de l'ère démocratique dans notre pays, dispose en son article 2 que la République du Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées. Elle institue 4 niveaux qui sont les communautés rurales, les communes, les départements, les régions. Ces entités décentralisées, selon cette constitution, sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de l'autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique, culturelle. Elles disposent d'organes élus, de compétences propres et des moyens de leurs actions. Toutefois, la fonctionnalité des collectivités territoriales décentralisées telle que conçue sous l'empire de la Constitution de 1996 n'est devenue effective qu'avec l'organisation des élections municipales qui se sont déroulées à titre de phase pilote en 2012 dans 42 communes, y compris la commune de la ville de N'Djamena et les 10 communes d'arrondissement de la capitale. Cette première expérience, bien que limitée dans son envergure territoriale, a posé un jalon important dans l'apprentissage institutionnel de la gouvernance locale dans le pays. En dépit de son encadrement par un arsenal juridique et institutionnel appréciable, le fonctionnement des communes et donc de la décentralisation était marqué par d'énormes difficultés, parmi lesquelles on peut citer notamment des rapports de collaboration souvent tendus existant entre les conseillers communaux et les maires d'une part, et entre les autorités de tutelle et les élus locaux d'autre part. La méconnaissance des textes législatifs régissant le fonctionnement des communes par les élus locaux, occasionnant parfois des dérives. Plusieurs maires sont soit destitués, soit suspendus. Des difficultés de mobilisation des ressources communales, l'existence d'un personnel communal souvent pléthorique, budgétivore et sans qualification, l'essentiel des ressources des communes étant affectées au fonctionnement au détriment des investissements pour l'amélioration du cadre de vie et le bien-être des populations. L'insuffisance d'appui financier de l'État aux communes, la faible mobilisation des ressources financières locales, la quasi-inexistence des relations de partenariat des collectivités avec l'extérieur, l'absence d'investissement appréciable au profit de la population, l'existence des relations de collaboration souvent tendues entre les communes et les autorités traditionnelles et coutumières. Toutes ces difficultés ont conduit les participants au Forum national inclusif tenu à N'Djamena du 19 au 27 mars 2018 à proposer des réaménagements dans l'architecture juridique et institutionnelle de la décentralisation. La Constitution du 4 mai 2018 de la 4e République, tenant compte des résolutions du Forum national inclusif de 2018, a consacré des innovations majeures du système de décentralisation dans notre pays. Relativement à l'architecture institutionnelle, il y a eu le passage de 4 à 2 niveaux, provinces et communes. Le changement de la dénomination des collectivités territoriales décentralisées en collectivités autonomes. Ce changement d'appellation est révélateur du degré de compétence dévolu aux dites collectivités. La création d'une instance constitutionnelle regroupant en son sein les représentants de la chefferie traditionnelle et des collectivités autonomes, le H4 au Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Un second forum national inclusif qui s'est tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020 a procédé à une évaluation de la mise en œuvre des résolutions du premier forum et des nouvelles résolutions ont été validées en ce qui concerne la décentralisation. Il s'agit principalement de la réhabilitation des sous-préfectures comme entités administratives aux côtés des communes, l'accélération du processus de transfert de compétences et de ressources entre l'État et les collectivités autonomes, l'allocation effective des ressources nécessaires au fonctionnement des collectivités autonomes, la création d'un Sénat, seconde chambre du Parlement représentant les collectivités autonomes, la suppression du H4, conséquence logique de la création du Sénat,
la création d'un organe dédié exclusivement à la chefferie traditionnelle. Cependant, force est de constater que la Constitution révisée de la 4e République n'a pas été véritablement mise en œuvre en ce qui concerne la décentralisation du fait de la rupture de l'ordre constitutionnel dans le pays suite aux douloureux et tragiques événements de triste mémoire que nous connaissons tous. La Constitution actuelle, promulguée le 29 décembre 2023, découlant du dialogue national inclusif et souverain, a maintenu la forme unitaire décentralisée de l'État avec une organisation du territoire de la République en unité administrative et en collectivité autonome à 2 niveaux, les provinces et les communes. Subséquemment, au cours de l'année 2024, le processus de décentralisation a franchi une étape décisive grâce à l'adoption et la promulgation de plusieurs textes législatifs majeurs qui sont venus renforcer l'ossature juridique de la gouvernance locale. Ces textes, qui s'inscrivent dans la continuité de la réforme constitutionnelle de décembre 2023, ont permis de concrétiser les engagements politiques pris en faveur d'une décentralisation effective, maîtrisée et progressive. En assurant une meilleure lisibilité des rôles, des compétences et des règles de gouvernance locale, ces textes posent les bases d'une gouvernance territoriale plus inclusive, plus responsable et plus proche des citoyens. Leurs adoptions et promulgations témoignent de la volonté politique du gouvernement de faire de la décentralisation un levier structurant de développement local et de consolidation de l'unité nationale. Parmi ces textes, les plus significatifs sont la loi organique numéro 14 du 30 juillet 2024 portant statut des collectivités autonomes, la loi organique numéro 15 du 31 juillet 2024 déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes, la loi numéro 022 du 14 octobre 2024 portant statut particulier de la ville de N'Djamena, la loi organique 028 du 4 novembre 2024 portant répartition des compétences entre l'État et les collectivités autonomes. Mesdames et messieurs, il est loisible de rappeler que selon la loi organique 015 du 31 juillet 2024 mentionnée, les collectivités autonomes sont structurées en 23 provinces et 500 communes, dont 125 communes urbaines, chefs-lieux de département, et 375 communes rurales. Les élections locales organisées le 29 décembre 2024 dans les 23 provinces et dans les 125 communes urbaines marquent une étape cruciale dans le processus de démocratisation de la vie locale et de la mise en œuvre effective de la décentralisation. Elles ont permis la légitimation des organes délibérants locaux, l'émergence de nouveaux acteurs politiques locaux, l'expression du pluralisme politique au niveau local. En considération des enjeux politiques que présente cette forme d'organisation de l'État, le gouvernement est engagé à poursuivre et consolider la décentralisation centrée sur les besoins réels des populations locales et articulée de manière progressive, assumée et maîtrisée, guidée par des évaluations régulières, bref, un cadre juridique et institutionnel stable, avec pour principaux repères l'article 2 de la Constitution qui organise les territoires nationaux en unités administratives et en collectivités autonomes, dont les ressorts territoriaux sont calqués sur ceux des unités administratives. La primauté de l'État réaffirmée par rapport aux collectivités autonomes qui sont en charge des intérêts locaux, alors que l'État a la charge des intérêts nationaux. Une tutelle de l'État sur les collectivités autonomes en termes d'appui, de conseil et de contrôle de légalité, exercée sous l'autorité du président de la République par le ministre en charge de la tutelle des collectivités autonomes et les représentants de l'État auprès des dites collectivités au niveau de 2 échelons territoriaux. Une politique de la nation déterminée en Conseil des ministres et exécutée par le gouvernement, qui assure par ailleurs l'exécution des lois. Des ministres ayant la responsabilité des actions de conception, de coordination, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement et de leurs secteurs ministériels respectifs. Le transfert par l'État de certaines compétences et ressources au profit des collectivités autonomes. Il s'agit pour l'instant de 8 domaines de compétences transférés en faveur des provinces et de 7 domaines de compétences transférés aux communes. Aussi, les collectivités autonomes bénéficiaires des transferts de compétences et des ressources par l'État se doivent-elles de gérer les compétences transférées pour elles-mêmes et pour leur propre compte,
mais l'exercice des compétences transférées se fait sous le contrôle de l'État. Les élus locaux ont naturellement la pleine capacité de poser des actes dans leur domaine de compétences transférées par l'État et d'en répondre, le cas échéant, devant la juridiction compétente. Il convient d'observer que les compétences transférées par l'État aux collectivités autonomes ne sont pas exclusives. Elles sont exercées aussi bien par l'État que par les collectivités autonomes dans des conditions et modalités encadrant l'exécution de ces transferts. Dans cette optique, il convient de noter que la signature des décrets qui encadrent l'exercice de ces premières compétences transférées aux collectivités autonomes suivra dans les jours à venir. La publication de ces décrets sera suivie de l'élaboration et de la signature des arrêtés ministériels portant cahier de charges précisant les conditions et les modalités techniques nécessaires à l'exercice des compétences transférées pour chaque département ministériel concerné. Par ailleurs, un certain nombre d'instructions doivent être également édictées pour rendre opérationnel le transfert de ressources financières aux collectivités autonomes. Elles préciseront les mécanismes budgétaires et comptables de gestion des ressources transférées sur la base de la loi organique portant régime financier et comptable des collectivités autonomes, dont le projet sera mis dans les prochains jours dans le circuit d'approbation et de promulgation. L'un des facteurs de réussite de la décentralisation est assurément l'accompagnement de l'État qui doit être aux côtés des collectivités autonomes pour les aider à assumer efficacement les responsabilités qui leur ont été confiées. Cette action ne peut se faire véritablement qu'à travers les services déconcentrés de l'État qui sont plus proches d'elles. Ces services déconcentrés de l'État sont à la disposition aussi bien de l'État que des collectivités autonomes, car il faut s'épauler au plan local pour assurer la gestion des affaires publiques, l'objectif poursuivi étant l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. L'État, garant du bien-être de l'ensemble des citoyens et de la cohésion nationale, continuera sur ses fondements et objectifs poursuivis à veiller à l'épanouissement des collectivités autonomes et contrôler en même temps leurs actions. En tout état de cause, mesdames et messieurs, vous vous interrogez à juste titre sur les enjeux qui sous-tendent cette approche. Je puis affirmer que ces enjeux sont nombreux et divers. Nous citons entre autres enjeux politiques. La décentralisation permet aux populations de participer directement à la gestion des affaires locales et à la prise en main de leur développement, notamment à travers le choix des dirigeants et des projets prioritaires. Cette implication citoyenne dans le processus décisionnel locaux constitue un apprentissage démocratique fondamental et contribue à légitimer l'action publique territoriale. La proximité entre élus et citoyens favorise un dialogue permanent qui renforce la redevabilité des décideurs locaux et améliore la pertinence des politiques publiques mises en œuvre. Ainsi, tout en maintenant l'unité du pays, la décentralisation offre l'opportunité de tenir compte des diversités nationales. Enjeu administratif. La décentralisation rapproche l'administration des administrés en la rendant ainsi plus accessible, plus sensible et capable de réagir plus promptement aux besoins exprimés par les populations. Cette proximité administrative facilite les démarches quotidiennes des citoyens et réduit les coûts et les transactions liées à l'accès aux services publics, notamment pour les populations rurales qui n'ont plus à parcourir de longues distances pour accomplir des formalités administratives. Elle permet également de contextualiser les services publics en les adaptant aux spécificités locales, qu'elles soient culturelles, linguistiques ou environnementales. Enjeux économiques. La décentralisation favorise également le développement des activités économiques au niveau local, stimule la création d'emplois et constitue un levier important dans la lutte contre la pauvreté dans toutes les provinces du pays. En mobilisant les ressources endogènes et en valorisant les potentialités économiques des territoires, la décentralisation contribue à diversifier l'économie nationale et à réduire sa dépendance. Enjeux socioculturels. La mise en œuvre de la décentralisation crée de nouveaux espaces de développement et favorise l'émergence d'initiatives locales innovantes. Ces initiatives, portées par des hommes et des femmes du terroir, prennent en compte la diversité culturelle des territoires pour promouvoir une nouvelle citoyenneté ancrée dans les réalités locales. La gouvernance décentralisée permet d'intégrer ainsi les savoirs traditionnels et les pratiques culturelles dans les stratégies de développement, enrichissant du coup les approches techniques standardisées par des perspectives endogènes
souvent mieux adaptés aux contextes locaux. Enfin, pour ne citer que ceux-là, enjeux d'aménagement du territoire, la décentralisation permet de contrebalancer le pouvoir d'attraction excessif de la capitale N'Djamena tout en consolidant sa vocation économique nationale. Ce rééquilibrage territorial est essentiel pour corriger les disparités historiques de développement entre la capitale et le reste du pays, réduire les flux migratoires massifs vers la capitale et à sédentariser les populations dans leur terroir d'origine. Mesdames et messieurs, la vision du gouvernement déclinée ne peut pas être purement idéaliste ou déconnectée des réalités du terrain. Malgré les différents enjeux, les défis existent et interpellent les différents acteurs concernés. Favoriser un esprit de co-responsabilité et de co-construction et susciter des réponses d'ensemble, passant ainsi d'une vision descendante à une vision partagée, constitue la meilleure approche pour affronter ces défis. Parmi ces défis auxquels nous devons faire face figurent les défis financiers. À la lumière de la gestion pilote des 42 communes depuis 2012 jusqu'aux dernières élections locales, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que nos collectivités autonomes font face à une insuffisance chronique de ressources financières et matérielles. Cette précarité financière constitue l'obstacle majeur à une décentralisation effective. La plupart des collectivités autonomes, privées des moyens nécessaires, peinent à fournir les services de base essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures locales. Cette situation compromet gravement la crédibilité des institutions locales aux yeux des citoyens qui attendent des améliorations concrètes de leurs conditions de vie. Les défis de gouvernance. De nombreux élus, bien que légitimés par le suffrage universel, ne disposent pas toujours des compétences techniques nécessaires pour piloter des politiques publiques complexes dans des domaines aussi variés que l'aménagement urbain, la gestion environnementale ou le développement économique local. Cette situation est aggravée par la faiblesse des administrations locales, souvent sous-équipées et insuffisamment dotées en personnel qualifié pour accompagner efficacement les élus dans l'exercice de leurs fonctions. La gouvernance participative, bien que promue dans les textes, peine ainsi à se concrétiser dans la pratique quotidienne des collectivités. Les défis opérationnels. La mise en œuvre effective des transferts de compétences et ressources de l'État vers les collectivités se heurte à des obstacles administratifs et techniques considérables. Cette situation crée un décalage entre les responsabilités formellement confiées aux autorités locales et leur capacité réelle à les exercer efficacement, générant frustration et inefficacité. Les chevauchements de compétences et les conflits d'autorité entre représentants de l'État et élus locaux sont fréquents, particulièrement dans les domaines où la répartition des responsabilités n'est pas suffisamment précise. Pour conclure, je dirais tout simplement qu'à la lumière du développement qui précède, la vision gouvernementale de la décentralisation de notre pays s'inscrit dans une démarche de transformation profonde de la gouvernance nationale. Elle vise à instaurer un développement territorial équilibré, participatif et adapté aux réalités locales. Cette ambition s'appuie sur une architecture institutionnelle cohérente et un cadre juridique solide qui témoigne d'un engagement politique de haut niveau en faveur d'une gouvernance de proximité efficace. Aussi, si les défis demeurent importants, l'engagement politique du gouvernement traduit-il une volonté réelle d'ancrer durablement la décentralisation comme mode de gouvernance, favorisant le développement local et l'épanouissement des populations dans toutes les provinces du pays. Au demeurant, la relance du processus avec l'organisation des élections locales de décembre 2024 marque un tournant décisif qui ouvre la voie à une appropriation progressive des institutions décentralisées par les citoyens tchadiens. Cette vision, pensons-nous, articule harmonieusement les aspirations locales avec les impératifs nationaux, faisant de la décentralisation non pas une fin en soi, mais un instrument au service du développement global, équitable et durable de notre pays.